Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignants en reconversion. Je m'appelle Florence, j'ai été professeure des écoles pendant 6 ans et j'ai créé cette émission en 2020 pour me motiver à quitter un métier qui ne me convenait plus. Aujourd'hui, j'aide les profs qui le souhaitent à avancer sur le chemin de la reconversion professionnelle. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'échanger avec Anne, une ancienne auditrice du podcast qui s'est reconvertie en même temps que moi. Anne a 46 ans, 2 enfants et elle a été professeure des écoles pendant 20 ans. Aujourd'hui, elle travaille dans le secteur de la logistique en tant que salariée et elle n'a vraiment aucun regret. Comment en est-elle arrivée à envisager ce métier dont personne ne parle ? Qu'est-ce qu'on ressent quand on s'apprête à reprendre ses études alors qu'on n'a plus 20 ans ? Et combien de temps ça prend de passer du doute permanent au sentiment d'épanouissement ? C'est ce que vous allez découvrir dans cet épisode. Cette 50e interview d'Avant j'étais prof met un très beau point final à la 5e saison du podcast. Et après avoir longtemps répété que cette saison serait la dernière, j'ai le plaisir de vous annoncer officiellement que j'ai pris la décision de revenir à la rentrée prochaine pour vous accompagner dans votre reconversion une 6e année. Je vous souhaite une belle fin d'année scolaire et une très bonne écoute. Bonjour Anne. Bonjour Florence. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast après avoir échangé avec toi pendant 4 ans. Déjà. Déjà, le temps passe vite puisque je remontais nos échanges. On a commencé à parler à la première année de diffusion du podcast et donc pendant nos tout premiers échanges en avril 2021, même moi, j'avais pas commencé à me reconvertir. Ben, moi non plus. C'était encore qu'une idée, mais voilà, une idée de plus en plus présente. Et du coup, c'était chouette parce que là, de relire tout ça a posteriori, 4 ans plus tard, je me dis quand même pour toi comme pour moi, que de chemin parcouru. C'est ça, c'est vrai. Est-ce que, pour débuter, tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Anne, j'ai 46 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants de 16 ans et demi et 18 ans. Et j'ai été professeure des écoles pendant 20 ans, tout rond. Chapeau pour ça. Merci. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui t'a poussée vers ce métier à la base ? Je pense que j'ai baigné dedans en fait quand j'étais petite. Ma maman était enseignante également. Donc c'est vrai que à l'époque, quand on était malade, on allait dans la classe de maman au lieu de rester tout seul à la maison, voilà, des choses comme ça. Donc je pense que ça m'a un peu formée. Je jouais à la maîtresse avec ma sœur, voilà. Alors c'était ça ou sage-femme et puis finalement c'est professeur des écoles qui était plus présent au fil du temps. C'est marrant que tu dises ça parce que dans les échanges que j'ai retrouvés de nous deux, tu me parles de cette envie potentiellement avoir pu être sage-femme et du métier de doula. Et c'est marrant que tu en reparles là, du coup. Oui, déjà, j'avais oublié. C'est vrai. Oui, toujours le monde de l'enfance. Et puis je trouve que la maternité, c'est un moment merveilleux dans la vie d'une femme. Et je pense que ça m'aurait vraiment bien plu de faire ça. Mais après, ce qui m'avait rebuté, c'était à l'époque, il fallait passer par l'école d'infirmière, je crois, quelque chose comme ça. C'est plus comme maintenant. Donc voilà, j'avais abandonné l'idée et puis je m'étais lancée dans le professorat. Et au final, est-ce que tu t'y es bien plu pendant 20 ans ? Pas pendant 20 ans. Je m'y suis bien plu. Je dirais qu'à la naissance de ma deuxième, j'ai pris conscience de la part que prenait ce métier sur la vie perso et du temps qu'il fallait pour préparer la classe, etc. Et qu'avec, en plus, moi, mes 2 enfants étaient rapprochés, ils avaient 19 mois et demi d'écart. Donc, c'est vrai que passer les siestes, en fait, on n'avait plus de temps pour préparer. Donc, voilà, j'ai pris conscience de ça, même si... Avant, je le savais, mais quand on est tout seul avec son conjoint, en fait, on arrive à trouver du temps pour préparer sa classe. C'est pas pareil. Et là, c'est contraignant d'avoir l'impression de rater l'enfance, en fait. Enfin, de passer du temps à préparer ses cours plutôt qu'être auprès de ses propres enfants. D'avoir moins de patience le soir quand on rentre parce qu'on a déjà géré d'autres enfants. Voilà, donc tout ça, ça fait son petit bonhomme de chemin pendant 12 ans, du coup, jusqu'à ce que je franchisse le cap. Comme quoi, ça se fait pas en claquant des doigts. C'est déjà que moi, je trouve que j'ai mis du temps parce que j'ai mis un peu plus de 4 ans. Mais c'est vrai que là, tu me bats à plat de couture.
Puis il y a un moment où tu fais la part des choses, où tu te dis, bon, je m'investis moins, mais malgré tout, enfin moi, je sais que j'ai une certaine conscience professionnelle, donc même si on s'investit moins de toute façon, enfin, il y a des choses qu'on fait quand même toujours. Et puis pendant un moment, je me suis dit: «Bon, tu vois ça plus comme un job alimentaire et puis voilà», mais en fait, tu y arrives pas, c'est pas un métier qui est juste alimentaire. Donc c'est revenu et puis, jusqu'au jour où mon mari m'a dit: «Bah, si c'est vraiment ton souhait, je te suis» et puis, bah, là, voilà, c'était, la petite phrase qui m'a aidée à franchir le pas, quoi, donc parce qu'on se sent soutenu, donc c'est quand même plus simple. Ah bah, ça change tout. Je pense que l'entourage, c'est vraiment une part énorme. Moi, je vois la différence pour les personnes qui me contactent entre, moi, je vais parler au féminin parce que c'est 95% de femmes, mais entre celles qui sont soutenues par leur conjoint et celles qui ne le sont pas. Et par pas, j'entends pas du tout des maris qui refusent que leur femme se reconvertisse. Ça me met à sort de moi. Il y a une différence. Enfin, c'est tout un monde, quoi. C'est vraiment pas du tout la même chose. Mais le sujet que tu soulèves des enfants, je vais parler de quelque chose de ce que je connais pas, puisque je n'ai pas d'enfants, mais je pense que c'est un véritable sujet qui peut être intéressant à traiter parce qu'en fait, quand moi j'étais prof, et même là, en dehors de mon métier de prof, quand je parle même avec des gens du privé, il y a souvent ces choses qui reviennent de «Ah bah tel collègue, depuis qu'il a des enfants, il est moins investi au boulot». Et d'un autre côté, les personnes qui ont leurs enfants sont et fatiguées et ont d'autres chats à fouetter. En fait, c'est un peu la logique d'avoir un intérêt plus prononcé pour ta famille, ton enfant qui vient de naître, que pour un travail. Donc c'est à la fois logique et à la fois les gens qui n'ont pas d'enfants et qui particulièrement sont vraiment plus jeunes et n'en sont pas du tout à cette réflexion-là, souvent ne comprennent pas l'impact que ça peut avoir. Et tu vois, même moi qui n'en ai pas, je ne peux pas ressentir, mais je comprends, à force de voir des gens autour de moi qui ont des enfants, le changement que ça peut être dans une vie et l'importance et la place que ça prend. Et encore heureux, si on préférait être au travail qu'avec ses enfants, ce serait inquiétant. Mais c'est un véritable sujet parce que la carrière, elle, ne change pas vraiment, à moins de choisir de se mettre de côté, ce qui est majoritairement le cas de la femme plus que de l'homme dans les couples hétérosexuels. Et donc, ça vient avec une baisse de tes revenus, un impact parfois sur ta carrière. En fait, c'est une véritable réflexion à avoir. Et c'est vrai qu'un métier comme celui d'enseignant, où tu donnes beaucoup d'attention à beaucoup d'enfants, c'est dommage de rentrer chez toi et de plus avoir cette énergie pour tes propres enfants et d'être déjà fatigué. Et puis, tu as tout ce travail qui ne s'arrête pas à la porte de la classe et qui vient avec toi à la maison et qui impacte ta vie de famille. Donc, en fait, je pense qu'il y a un véritable sujet à traiter autour de ça qui ne sera pas traité par moi parce que j'y connais rien. Mais je me rends compte, même sans être concernée, que je pense que ça a vraiment son importance et dans la vie d'une femme et dans une carrière. Ouais. Et puis, il me le dit maintenant, mon mari me dit: «Tu es beaucoup plus détendue, en fait». Enfin, je suis moins fatiguée, nerveusement, c'est plus facile. Enfin, voilà, donc vraiment, ça prend sur ta patience, et cetera, quoi. Donc c'est pas facile. Puis, en plus, quand mes enfants étaient petits, j'avais des élèves de maternelle aussi, tu vois? Donc voilà. Double dose de bruit Eh et ben oui, c'est ça. d'agitation. Ouais, ouais. Donc forcément, le soir, tu rentres, tu es crevé, quoi. Ouais, puis c'est vrai que les petits sont plus demandeurs, ils ont plus besoin d'attention, ce qui est tout à fait normal, que des plus grands. Donc si t'as et petit à la maison et petit en classe, je peux comprendre que ce soit pas évident. Non, non, non. Sachant que dans nos échanges que j'ai retrouvés, donc tu parlais du métier de doula, t'avais parlé de la rédaction web, et puis finalement, la logistique. Comment est-ce que t'en es arrivé à cette finalité ? Alors déjà, je connaissais pas le mot. Enfin, je connaissais le mot, mais je savais pas, ce que ça cachait, voilà, derrière en termes de métier. Donc, pour y arriver, j'ai fait un bilan de compétences. D'abord, j'ai cherché au sein de l'éducation nationale parce que j'ai d'abord voulu mobiliser mon CPF. Or, on m'a demandé pourquoi c'était, donc j'ai dit que c'était pour faire un bilan de compétences. Et là, on m'a dit: «Ah non, de toute façon, ça vous sera refusé puisqu'on propose la même chose dans l'éducation nationale». Donc, on m'a orientée vers la conseillère de proximité, voilà. Oui, elle a des noms différents en fonction des académies, mais c'est bien elle. Donc, nous, c'est ça. Je l'ai rencontrée, du coup, je pense que ça doit être enfin voilà, quand tu dates avril 2021, moi, je crois que ça doit être les premiers moments où j'ai dû la rencontrer. Je l'ai rencontrée une fois par mois avant l'été. Donc, j'ai dû la rencontrer avril, mai, juin. En juin, elle m'a laissé, elle m'avait donné un site web, fallait que je fasse des paquets, enfin que je classe en fait les métiers qui m'intéressaient en groupe.
Voilà, et elle m'a laissé 2 mois là-dessus. Et là, début juillet, j'ai dit à mon mari: «Mais on n'avance pas, quoi. Enfin, ça sert à rien». Et lui, il écoutait le podcast de Mathieu Stéphanie, Génération do it yourself. exactement, qui venait de recevoir le PDG de Chance, donc une entreprise qui propose des bilans de compétences. Et j'ai écouté le podcast et du coup, c'est vrai que la façon de faire m'a vraiment séduite. Moi, je m'étais renseignée en local sur les prix des bilans de compétences. On était à plus de 2 000 €. C'était vraiment hyper cher. Et puis là, ça devait être 1 200 € à l'époque, parce que je crois que ça a augmenté depuis. Puis du coup, on en a beaucoup discuté. Les vacances arrivaient, hein, c'était début juillet. Moi, je voyais que ça n'avançait rien du tout avec l'éducation nationale. Or, ma décision, elle était prise, donc j'avais vraiment envie que ça avance. Et il me dit: «Écoute, si tu veux, tu t'inscris». Et puis, on voit ça comme un investissement. Enfin, certes, c'est une dépense, mais c'est aussi un investissement sur l'avenir, quoi. Et donc, du coup, j'ai commencé, première quinzaine de juillet, j'ai commencé le bilan de compétences. Donc, c'est un bilan en ligne, mais tu as une coach que tu rencontres toutes les 2-3 semaines et qui te donne des devoirs. Voilà. Et Pas trop dépaysé. voilà. Et donc, juillet-août, je n'ai fait que ça. Des fois, j'y passais peut-être 20 heures par semaine parce qu'il y a toute une phase d'introspection très intense. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le Tinder des métiers. Donc, en fonction de ce que toi, tu auras défini en termes de... il y a plusieurs piliers. Il y a le pilier financier, il y a le pilier environnement de travail, il y a le pilier de tes valeurs, etc. Et il te propose des métiers qui pourraient coïncider avec ce que toi, tu as défini au préalable. Et puis, soit tu passes, soit au contraire, tu valides, etc. J'avais mis énormément d'attentes sur cette partie parce que pour moi, ça allait être la révélation. Et en fait, j'ai été hyper déçue parce qu'il n'y a rien qui ressortait plus que ça. J'avais pas de coup de cœur, en fait, sur les métiers qu'on me proposait. Parce qu'en fait, j'ai longtemps eu envie de changer, mais je disais toujours, mais pourquoi faire? Et c'est quelque chose que j'entends encore chez des copines. C'est vrai, on ne sait pas ce qu'on pourrait faire après. C'est souvent soit trop d'idées, soit pas assez, soit un manque de confiance en ses compétences et donc persuadé que qu'est-ce que tu pourrais bien faire d'autre, dans le sens qu'est-ce que tu serais bien capable de faire d'autre. C'est ça. Où est-ce qu'on voudra de moi? Voilà, avec mon bagage d'éducation nationale. Donc, grosse déception parce que il y avait rien qui se détachait. C'était, voilà. Donc, j'ai eu un petit coup de mou. Et puis, mine de rien, après, ça te sort une liste en termes de pourcentage, voilà, de tes centres d'intérêt. Et donc, il y avait ingénieur logistique que j'avais sélectionné, sans trop savoir, mais il y avait une description. Donc, effectivement, les tâches, etc., me correspondaient. Et il y avait 3 métiers de la santé. Il y avait infirmière, il y avait psychomotricienne et il y avait ergothérapeute. Alors après, avec tout ça, tu fais des enquêtes métiers. C'est la 3e phase du parcours. Soit tu rencontres physiquement des professionnels, soit tu les appelles, tu fais des interviews, etc., pour te rendre compte de la réalité du terrain. Parce que on a tous des représentations, nous les premiers sur nos métiers de prof. C'est clair. Voilà, mais c'est qu'en discutant avec les personnes que tu sais vraiment de quoi ils retournent. Alors, les métiers de la santé, c'est pas que ça me déplaisait pas, mais c'est que du coup, pour y arriver, ça pouvait prendre du temps, des formations non rémunérées, puis pour ce qui était ergothérapeute et psychomotricien, éloigné de chez moi. Donc avec en plus, voilà, un départ, psychomotricien, c'est 4 ans. Je crois que l'école, elle est à Laval. Enfin, voilà, c'était pas rien. Et puis, ingénieur logistique, alors, ingénieur, on laisse tomber. Mais la logistique, du coup, ça m'a permis de creuser parce qu'il y a plein de métiers dans le domaine de la logistique. Et effectivement, j'ai fait des interviews avec plusieurs personnes, préparateur de commandes, une responsable logistique, coordinateur logistique, voilà. Et ils m'ont tous vraiment transmis l'amour de leur métier. Et donc, après, j'ai creusé en termes de formation. Qu'est-ce que ça impliquait? Combien de temps? Etc. Et donc, je me suis orientée sur une reprise d'études, préparé un BUT, anciennement DUT Clio, qualité logistique industrielle et organisation. Donc là, pareil, ça a été des démarches, parce que du coup, il a fallu que je me rapproche de l'IUT de Nantes, parce que moi, je suis en Vendée. Je suis allée au salon de l'étudiant. Je me sens... T'as fait monter la moyenne d'âge? C'est ça, et puis surtout que je devais avoir mes enfants avec moi, qui étaient à l'époque, ils devaient être en 3e ou en seconde, je crois. Donc du coup, les gens leur demandaient si c'était pour eux. Non, c'est pour moi, donc c'était très drôle.
Donc là-bas, j'ai rencontré la responsable du département Clio de l'IUT de Nantes. Après, j'ai été invitée à une journée en immersion. Donc là, pareil, tu arrives à l'IUT, la moyenne d'âge est très, très basse. Mais voilà, enfin, jusqu'à moi, et là, c'est bête que du coup, ça ait changé juste avant que moi, je rentre à l'IUT. Ils avaient une formation en 1 an, justement dédiée au personnel en reconversion. Ah, c'est top. J'allais te demander si ça n'existait pas, parce que enfin, il y a du monde quand même à se reconvertir, mine de rien, et c'est peut-être plus simple pour tout le monde comme ça. Ben, c'est ça. Alors que moi, je rentrais sur le passage du DUT au BUT, donc 3 ans. Donc voilà, c'est pas la même chose. J'étais certes la personne la plus âgée à cette journée d'immersion, mais bon, voilà, je sais que de toute façon, enfin, ça se faisait. J'étais pas une extraterrestre non plus. Après, je me suis inscrite. Il a fallu valider l'inscription par validation des acquis de l'expérience. Gros dossier pareil. Il faut que tu retrouves tes diplômes, tes bulletins de salaire, de même de tes jobs étudiants, les trucs comme ça. Bon, ça m'avait déjà été demandé pendant mon bilan de compétences parce que du coup, il fallait que tu retraces ton parcours. Donc, c'était déjà prêt, mais administrativement, je sais que toi, t'aimes pas trop l'administratif. Oh mon Et Dieu. moi non plus. Tu sais que cette année, on fête les 10 ans d'anniversaire de toutes les années où je dis l'année prochaine, je vais chercher mon diplôme de prof. Ah oui. J'y suis toujours pas allée. Je suis même plus prof depuis. Mais un jour, j'irai. Hein. Ouais. Donc, j'ai fait ce dossier, on m'a accepté à l'IUT et du coup, j'ai fait ma rentrée en septembre. Et avant de faire ta rentrée, tu as dû quitter l'éducation nationale. Donc ça, c'était aussi une autre étape. Dans le bilan de compétences, en août, là, c'était le Tinder des métiers, comme je disais. En septembre, j'ai commencé mes enquêtes métiers et je faisais ma rentrée en même temps, que je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était ma dernière rentrée, mais c'était ma dernière rentrée. Et donc là, tu es déjà sur une autre planète, en fait, parce que tu fais ta rentrée, mais tu es déjà quand même ailleurs. Enfin, tu te projettes. Et j'étais vraiment plus là, en fait, à partir du mois d'octobre parce que les choses s'étaient accélérées. La décision était prise de faire une formation dans la logistique et il fallait que je prenne ma décision sur comment quitter l'éducation nationale. Et en termes de timing, il y a des délais à respecter, mine de rien. Je crois que c'était avant novembre qu'il fallait que la demande soit faite. Donc moi, j'ai opté pour la rupture conventionnelle puisque je partais avec un petit pécule. Alors moi, j'estimais qu'après 20 années au sein de l'éducation nationale, je ne pouvais pas partir sans rien. Enfin, c'était presque un dû, en fait. Enfin, voilà, ça me paraissait normal, quoi. Après, je connaissais les difficultés de l'obtenir, puisque l'année avant moi, il y avait eu 22 demandes et seulement 4 personnes qui avaient obtenu leur rupture conventionnelle. Ça partait pas bien du tout. Mais voilà, j'ai quand même fait la demande. Je me dis, voilà, au cas où. Donc, j'ai déposé ma lettre en octobre, ma lettre recommandée. En novembre, j'étais reçue pour un entretien avec l'IA adjoint et quelqu'un d'autre. J'ai marqué les esprits parce que en fait, personne ne se reconvertit dans la logistique. Mais c'est vrai. Dans les enseignants, ils m'ont dit généralement vos collègues, elles veulent s'orienter dans la sophrologie, ouvrir une librairie, voilà, des choses comme ça. Et ils me disent là vous dénotez quoi, sans que je sache que c'était bon ou pas bon, mais enfin bon voilà, ils avaient marqué le fait que voilà, ça, je me démarquais quand même. J'avais préparé un PowerPoint et tout, j'avais vraiment misé à fond là-dessus. Enfin voilà, c'était l'entretien ou jamais quoi. Donc voilà, pas le choix, fallait que je donne tout ce que j'avais. Et puis mon bilan de compétences m'avait énormément préparé à ça, parce que dans les devoirs que te donne ta coach toutes les 2-3 semaines, tu dois t'enregistrer sur ton téléphone et il y a un thème précis à chaque fois. Et tu dois argumenter en fait. Tu dois le premier, c'est ça doit être tes valeurs, tes choses comme ça. Puis en fait, plus tu avances, mais ça je l'ai compris après, plus en fait tu te rends compte que ça te prépare à un entretien d'embauche, parce que du coup tu te vends, chose qu'on ne sait pas du tout faire quand on est prof des écoles. Et donc en fait j'étais hyper à l'aise quand j'étais face à ces 2 personnes de l'éducation nationale, en fait. Tout ça, en amont, on l'avait travaillé indirectement. Même après, quand ma coach, elle a su que j'avais l'entretien, enfin, on a rebalayé des choses et j'avais les arguments et puis voilà, quoi. Et je pense même qu'il y a 2 choses. Il y a ce côté-là, le fait que tu étais bien préparée et que tu avais confiance en toi. Et je pense qu'il y a aussi le fait que tu y es allée dans un certain état d'esprit. Tu n'y es pas allée en te disant « ça sert à rien, je l'aurai jamais ». Tu y es allée en te disant les cocos, j'ai fait 20 ans, c'est presque un dû. Oui. Donc je viens. Ouais. T'y es pas allé pour pas l'avoir, quoi. Non. T'y es allé pour l'obtenir. Et je pense que dans la posture que tu prends lors de l'entretien, même dans la façon dont tu as préparé ton entretien, ton dossier, ton PowerPoint et tout,
Je pense que c'est pas du tout la même que un ou une enseignante qui arrive les mains dans les poches en se disant que c'est foutu. Et eux, ça le ressentent aussi. Donc je pense que là, t'avais quand même 2 gros atouts de ton côté. Heureusement que tu l'as obtenu parce que c'était amplement mérité, quoi. Bah oui. Et c'est vrai que dans cette année de reconversion, 2 fois, on a salué ma détermination. Là, à l'éducation nationale, c'est vrai qu'ils me l'ont dit: «Vous avez l'air déterminé» et mon patron, maintenant, me l'a dit aussi à mon entretien d'embauche. Il me dit: «Vous avez l'air déterminé» et en fait, j'ai été super bien préparée, quoi, donc puis j'avais cet état d'esprit, effectivement, voilà, c'est maintenant ou jamais, quoi. Et donc bah, ça, c'est en novembre et puis après, bah, c'est le silence de l'éducation nationale, tu sais? Tu as pas de réponse. On te dit, «Vous aurez pas de réponse avant le mois d'avril». Et puis, parce que ça dépend des budgets, c'est ce qu'on te dit, qui sont votés en janvier ou voilà, quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça, il fallait que ça soit fait avant janvier. Et puis, fin mars, mon fils avait la grippe, il était tout seul à la maison. Ça sonne à la porte. Moi, j'étais au boulot et il me raconte ça le soir, évidemment. Et il me dit, «Le facteur, il avait un recommandé, mais j'ai pas eu le droit de le prendre parce qu'il fallait signer et c'était pas toi». Et c'était dans les dates. Je dis: «Non, c'est pas possible, c'est pas possible». Donc j'envoie un message à mes collègues et je dis, «Oh là là, j'ai un recommandé à aller chercher, il sera dispo demain à la poste». Et là, mes collègues: «Vas-y, avant d'embaucher», ça ouvrait à 8h, «Vas-y, avant d'embaucher, si jamais tu es en retard, c'est pas grave, on prend tes élèves» et cetera. Elles savaient, elles connaissaient l'enjeu. Solidarité. Exactement. En fait, je suis arrivée à l'heure avec le fameux papier que j'ai ouvert dans la voiture. Je me suis filmée, avec mon mari, j'étais en visio avec mon mari pour lui annoncer et voilà, c'était accepté et le soulagement, quoi, le soulagement. Vraiment, j'en garde un très, très bon souvenir. Mes collègues après à l'école étaient au taquet de connaître la décision et voilà, quoi. Alors si ça avait été refusé, j'aurais démissionné parce que de toute façon, j'étais très avancée dans mon engagement pour la suite, donc de toute façon, je partais. Mais vaut mieux partir avec des sous que sans rien, quoi. Mais je suis bien d'accord, parce que du coup, tu as eu combien d'indemnités, si tu es d'accord de chiffrer? Oui, oui, il y a pas de souci. J'ai eu 20 000 €. En fait, enfin, et après, c'est vrai, ce que j'entends en aide dans celles qui ont eu des ruptures, c'est à peu près 1 000 € par année. Souvent, c'est ce que j'ai remarqué, quoi. Donc, Et en plus de ça, le chômage. exactement, le chômage. Ah oui, alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on a. Moi, je demandais à partir au 31 août. Parce que ça aussi, ça fait partie de l'entretien que tu as avec l'inspecteur. Ils m'ont dit que ça ferait un peu tard ou quelque chose comme ça. Après, moi, ce que je voyais, c'est que j'aurais 2 mois de salaire, du coup. Enfin, tu vois, je voyais aussi le côté financier. Et du coup, en termes d'argumentaire pour la négociation, je dis: «Écoutez, moi, je suis prête à quitter au 15 juillet. Moi, ça me permettra justement d'entamer toutes les démarches pour m'inscrire à Pôle emploi». À l'époque, c'était Pôle emploi. Et je dis: «Vous, ça vous arrange?» Enfin voilà, en termes financiers, et cetera. Et donc c'est un argument aussi qui a pesé en ma faveur parce que du coup, je m'asseyais sur 6 semaines de salaire. Voilà, j'étais prête, à faire cet effort et ils ont salué. Ils m'ont dit ça, que voilà, ils appréciaient que je fasse, aussi, un geste, et cetera. Donc ah non, c'est qu'à la base, pardon, je voulais partir au 31 décembre. J'ai tenté, voilà. Ah! En cours d'année? Ouais, en cours d'année, parce que pour pouvoir faire des stages, ça devait être ça, pour pouvoir faire des stages et quelque chose comme ça. Mais toi, j'ai oublié avec le temps et donc ils m'ont dit: «Non, on laisse partir au 31 août, nin et je dis: «Bah oui, mais dans ce cas-là, moi, j'aimerais bien partir au 15 juillet». C'est ça, l'historique du truc. Et au 15 juillet, alors pareil, moi, j'avais lu que c'était tout un truc pour récupérer, Les états de service. l'attestation de situation. Ouais, voilà. Et je me suis dit: «Oh, en plus, c'est le 14 juillet, ça devait tomber un week-end comme un fait exprès», tu vois? Et en fait, non. Dès le 16, j'avais tout ce qu'il fallait pour, Quoi? m'inscrire, ouais, ouais, non, Ah non. mais l'injustice! Tu sais que j'ai mis 4 mois à obtenir ce papier et que je ne pouvais pas m'inscrire définitivement à Pôle emploi à cause de ça et que toutes les 2 semaines, je relançais et que j'avais rien. Ils ont mis 4 mois à me l'envoyer et du coup, mes droits et tout ça, tout a été décalé de 4 mois. Alors c'est rétroactif, donc c'est pas grave. Et puis mon activité avait commencé et je me débrouillais très bien financièrement à ce moment-là. Mais n'empêche que imagine si ça avait pas été le cas, si ça avait pas été bien lancé, si j'avais eu 3 enfants, seuls à m'occuper, enfin, je sais pas, ils se rendent pas compte, c'est juste un papier à scanner en plus, quoi. Moi, ça m'a rendu dingue et il y a plein de gens pour qui c'est très long et moi, ça a été mais interminable et pour aucune raison précise, hein. Ah oui. Alors que moi, sincèrement, alors Pôle emploi, je pouvais m'y inscrire que le lendemain de ma radiation, donc le 16. Et franchement, ça a duré une semaine.
Le temps, voilà, d'envoyer les papiers, les retours, les machins, et c'est tout. Pôle emploi, j'ai trouvé ça rapide et efficace par rapport à tout ce qu'on entend. Mais en fait, souvent, souvent les gens du privé qui parlent de Pôle emploi, et c'est peut-être lent et inefficace par rapport à leurs habitudes administratives. Mais nous, on compare à l'éducation nationale. Donc en fait, On va pas dire la même chose. ouais, c'est assez relatif finalement. C'est ça, c'est ça. Non, 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 ça a été hyper rapide. Ça a été hyper rapide. Et puis, le 1er août, j'étais embauchée en intérim dans la... Ah oui, alors parce que mon BUT Clio, je le faisais en alternance. Ah, il y avait ça aussi, il fallait que je recherche une alternance de avril à juin. J'en ai envoyé des CV, j'en ai fait des entretiens d'embauche. J'étais prise dans 3 entreprises. Après, j'avais plus qu'à choisir. Donc, ça, nickel, c'était cool. Et du coup, la boîte que j'ai choisie, moi, j'ai dit, j'aimerais bien faire une période d'immersion avant de rentrer à l'IUT. Comme de toute façon, à partir du 15 juillet, moi, je suis dispo, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, ils m'ont pris en intérim le mois d'août, avant ma rentrée. Et comme ça, j'ai fait mon immersion, parce que ce que les étudiants ont fait sur leur mois de septembre, moi, quand j'étais en entreprise en septembre, j'étais déjà opérationnelle, en fait. Donc, j'avais gagné ce temps. Et puis, c'était une vraie immersion qui a duré 3 semaines. J'ai vraiment pu passer tous les postes de l'entreprise. Donc, comme ça, j'étais opérationnelle rapidement, quoi. Et t'étais rémunérée comment en tant qu'alternante? Comment ça se passe et à peu près à combien ça se situe? Est-ce qu'il y a des critères ou des durées? Alors, je n'étais pas en contrat d'apprentissage, j'étais en contrat pour les plus de 30 ans, du coup, c'est un autre nom. J'ai déjà oublié. Ah, en plus, je sais ce que c'est parce qu'on m'en a déjà parlé. Contrat de professionnalisation? C'est peut-être ça. Je crois que c'est ça. C'est un mot pas si compliqué que ça, mais c'est pas d'apprentissage, effectivement. Et du coup, j'étais rémunérée, le plafond qu'on peut prétendre, c'était 1 200 €, quelque chose comme ça. Et tu avais le droit de toucher ton chômage en étant étudiante? Oui, parce qu'en fait, quand tu t'inscris à Pôle emploi, ils analysent ta situation financière, sur les années précédentes, et moi, ils estimaient que je gagnais pas encore assez par rapport à ce que j'avais gagné précédemment, donc j'avais un complément. Ah, c'est intéressant parce que il y a quelque temps, j'ai échangé avec une abonnée qui est dans la situation où elle a 36 ans. Donc, il y a plein d'aides. Tout ce qui s'arrête à 30 et 35, elle ne pouvait pas y prétendre. Elle est à la fin d'une licence et là, il faut qu'elle passe au master. Elle a fait la licence en parallèle de son métier de prof à temps plein. Donc, franchement, 3 ans, belle galère, quoi. Ça montre la détermination de la personne. Sauf que le master ne peut pas se faire à distance. Et elle n'arrive pas à avoir de congé de formation ou de choses comme ça pour pouvoir juste finir ses études. Et donc, elle se posait la question de partir, sauf que si elle partait, elle n'avait droit à rien, puisque même le chômage, de ce qu'on lisait sur le site de Pôle emploi, si tu étais étudiant, c'était pas autorisé. Mais du coup, peut-être qu'il y avait marqué qu'il y avait des cas particuliers, mais c'était pas forcément... il rentrait pas dans les grands détails, puisque voilà, dans les grands détails. C'était dans les grandes lignes, il rentrait pas dans les petits détails, je voulais dire. Et du coup, je me dis que peut-être que là, ce que tu dis, si elle écoute, sinon je lui transmettrai, mais ça pourra peut-être lui permettre d'aller poser la question. Parce que c'est vrai que c'est dommage d'avoir fait 3 ans et de pas pouvoir aller jusqu'au bout, quoi. Bah oui, c'est ça. Ouais, ouais. Et en même temps, comme tu disais tout à l'heure, partir sans rien, merci bien, quoi. Et tu as pu cumuler le chômage avec ton salaire pendant 2 ans. C'était toujours 2 ans à l'époque, le chômage, ou pas? Figure-toi que j'ai toujours un complément de Pôle emploi, là. Enfin, de France Travail, actuellement. Parce qu'il te complémentait tellement peu que du coup, ça s'étale... Oui, et pourtant, plusieurs fois, j'ai posé la question à mes différentes conseillères qui se succèdent depuis mon inscription, parce que là-bas, ça change aussi beaucoup. En fait, moi, j'ai sur mon relevé de situation, j'ai une indemnisation en nombre de jours. Et en fait, ça baisse pas vite. Bah oui, puisqu'il ne te donne pas l'intégralité, puisque tu as déjà le salaire de ton contrat. C'est ça, c'est ça. Donc en fait, j'ai encore plein de jours. Et l'autre jour, on comptait, mais ça se trouve, j'en ai encore pendant 10 ans. Et ça peut durer aussi longtemps? Et je lui ai demandé. Elle m'a dit oui. À chaque fois que je m'actualise, tous les mois, on me demande: souhaitez-vous rester inscrit à Pôle emploi? Et ma conseillère m'avait dit: surtout, ne mettez pas non. Parce que du coup, j'ai un complément. Donc, bon, là, il est ridicule le complément parce que j'ai augmenté en salaire. Donc là, je dois avoir 50 € de complément par mois. Mais c'est toujours ça. Et puis, mon mari dit: mais c'est quand même bizarre ça. Mais je dis: après tout, j'y ai droit. Enfin, je veux dire, j'ai travaillé pour ça aussi. Enfin, voilà. Donc, écoute. Ah bah oui, non, mais franchement, culpabilise pas, hein, si c'est là, Non, c'est pas... moi, non, je culpabilise pas. Enfin, ça a été beaucoup de démarches et compagnie. Donc, si j'y ai droit, j'y ai droit. Enfin, je vais pas cracher dans la soupe non plus, quoi. Donc, Et est-ce que pour suivre tes études, donc le parcours d'études que tu as suivi, est-ce que ça avait un coût
Ou est-ce que c'était plutôt dans du public? Ou est-ce que selon certains critères, ça peut être gratuit? Ou est-ce qu'au contraire, ça coûte très cher et il y a un crédit à faire ou... Non, l'IUT, c'est très peu, ça doit être 192 € l'inscription, quelque chose comme ça, et c'est tout. C'est parce que c'est du public, ça dépend de l'université. Il y avait un petit détail par contre, c'est que, du coup, je devais, vivre chez mes parents puisque j'étais, 1 ou 2 semaines sur Nantes et puis, après, mon entreprise est en Vendée, donc, je revenais en Vendée, voilà, quand c'était la période d'entreprise. Mais, voilà. Bon, par contre, je n'ai pas tenu. Donc je suis rentrée en septembre et puis, plus ça allait, moins je me sentais bien, en fait. Je me suis rendu compte que la formation, elle m'amenait à un poste à responsabilité dont je ne voulais plus. Ça, je l'ai bien identifié. Et puis, plus les semaines passaient, plus j'y allais avec la boule au ventre et ça allait pas du tout, quoi. Et, en novembre, un vendredi, je suis partie, enfin, c'était la fin de la semaine et, j'ai su que je ne reviendrais pas, à l'IUT, en fait, parce que ça n'allait vraiment pas du tout, quoi. Enfin, on commençait à parler, alors oui, il faut savoir que dans la logistique, il y a des postes à responsabilité où, on parle de stratégie, on parle du côté financier, de profit, enfin voilà, de rentabilité, de choses comme ça. Et ça, vraiment, ça me passait complètement au-dessus. Moi, j'avais besoin d'être dans l'opérationnel, en fait. Ça aussi, je l'avais identifié pendant mon bilan de compétences. Moi, j'avais besoin le matin, d'avoir des tâches et qu'à la fin de la journée, ces tâches soient faites. Ok, donc d'être plus dans le faire que dans la charge mentale. Exactement. Et c'est vrai que quand on est prof, alors surtout en maternelle, on se rend compte que seulement au bout d'1 an ou de quelques mois de l'évolution, enfin du résultat de notre travail, parce que, les enfants, ils progressent pas aussi vite que ça. Enfin, c'est normal, en fait, après tout, c'est pas un reproche, c'est le déroulé du temps qui est comme ça de toute façon sur les apprentissages, et cetera. Même si en élémentaire, ça va plus vite. Mais, voilà, moi déjà ça, je trouvais ça long et, j'avais l'impression de pas avoir tout de suite le résultat de mes investissements, de choses que j'avais mises en place, et cetera. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais bien identifié et du coup, avec cette formation, on arrivait à des postes à responsabilité et avec encore des délais. Enfin voilà, on met en place des projets, des choses comme ça et en fait, ça peut prendre plusieurs mois. Ouais, plutôt sur du moyen long terme, et toi tu cherchais plus du court terme en fait. Ce qui se comprend aussi, puisque c'est plus gratifiant de voir plus rapidement le résultat du travail qu'on vient de mener. Donc, pendant le week-end, j'ai pris ma décision et puis le lundi, alors c'était la semaine où j'étais en entreprise, j'ai parlé à mon maître, d'apprentissage. Pendant le week-end, j'avais déjà commencé à envoyer des CV à droite à gauche parce que du coup, voilà, je pensais que, ça ils allaient me laisser tomber, en fait. Enfin voilà, moi j'arrêtais mon apprentissage donc, de toute façon, je partais de l'entreprise et puis en fait non. Mon chef m'a dit: «On a apprécié tes compétences, qu'est-ce qui t'a plu dans l'entreprise?» Et cetera, et, j'ai rencontré, le PDG de l'entreprise après et, je lui ai décrit le poste que moi j'avais vraiment apprécié quand j'avais fait mon immersion. Donc j'ai dit: «Moi, j'ai vraiment adoré, la partie expédition». Donc c'est le fait de préparer les commandes, de gérer, des portefeuilles clients, au fil des jours et puis, voilà, d'expédier les pièces, et cetera. Il dit: «Ah, ben si c'est ça dont tu veux, sur notre deuxième site, on aurait besoin justement d'une deuxième personne pour aider, Sébastien, mon ancien collègue, donc écoute, à partir de demain, tu peux aller là-bas, on fait un test, sur, 1 semaine, 10 jours et puis on voit comment ça se passe». Parce que ce qui ne te plaisait pas, c'était la partie alternance, pas la partie études du coup? Si, les études, si, puisque ça allait m'emmener vers un poste à Ah responsabilité. oui, du coup c'est bien ce que j'avais compris. Mais donc côté alternance, il pouvait te faire passer sur un poste qui allait plus te plaire, mais côté études... Donc j'arrêtais mes études. Non, je rompais mon contrat d'apprentissage, pour le coup. Mais c'est en fait l'entreprise, de manière personnelle, eux, ils m'avaient appréciée. Donc ils voulaient pas me laisser partir, en fait. Même si je rompais mon contrat, c'était pas grave. Ils acceptaient, enfin, ils cherchaient, à me garder, en fait. Ok, donc pour eux, potentiellement, tu ne finissais pas tes études et ton apprentissage, mais en fait, là, ils te proposent un contrat, quoi. Exactement, exactement. Si ça, c'est pas génial. Bah ouais, non mais enfin, j'aurais jamais imaginé ça, en fait. Donc j'ai fait, ma semaine, d'essai sur l'autre poste, donc jusqu'à fin novembre. Là, on a rompu mon contrat d'alternance. Alors c'est pareil, c'est des démarches, des petites choses comme ça. Bon, bref. 1er décembre, j'ai signé mon CDD et 1er avril, j'ai signé mon CDI à ce poste, aux expéditions, justement. Donc voilà.
CDI sur lequel tu es toujours aujourd'hui, tu es toujours sur le même poste? Alors non, j'ai évolué pour le coup, parce que pendant 1 an et demi, on a été en binôme avec mon collègue et puis, bah, il est parti et il n'a pas été remplacé tout de suite. Donc par la force des choses, j'ai fait, un énorme boulot qui a été reconnu et du coup, j'ai grimpé, voilà, je suis responsable des expéditions sur mon site, pour le coup et voilà donc pareil, augmentation de salaire, enfin, tu vois? Enfin, ça s'est vraiment, bien, tout s'est vraiment bien passé, quoi, Bah, là, pour le coup, tout effectivement, tu sens que tout s'aligne, mais tout s'aligne parce que tu as quand même, charbonné en amont aussi, quoi. Ça s'aligne pas Ah tout bah seul oui, non cette plus, il faut pas. entreprise, je la connaissais même pas. En plus, je l'aurais pas trouvée sans chercher un contrat, d'apprentissage. Moi, je crois aux petits signes. Enfin, je me dis: «Bon, c'était cette entreprise, mais c'était pas de cette façon-là que, voilà» et c'est marrant parce que du coup, bah, quand j'ai dit que j'arrêtais mon contrat, d'apprentissage, j'ai aussi prévenu les profs, à l'IUT et le prof qui me suivait, sur le terrain, il a eu, mon responsable dans l'entreprise, il a eu au téléphone et il lui a dit en fait, Anne, ce qu'il lui faut, enfin, elle grimpera, mais elle grimpera sur le terrain en fait. Et c'est ça. Moi, j'avais besoin de concret, j'avais besoin de porter des cartons. Mais on apprend aussi beaucoup en faisant, hein. C'est pas Mais des oui. profs qu'on va apprendre ça, hein. Non, non, c'est vrai, ça me paraissait trop abstrait en fait, sinon la façon de. Oui, et puis je pense que n'ayant pas le même âge, tu as aussi une expérience de vie et de travail qui fait que t'es pas terrorisé par le fait de travailler à temps plein en entreprise. T'as pas besoin de ce sas d'études qui te permet de te construire en tant que jeune adulte, de te préparer à l'emploi, etc., etc. Toi, c'est des choses que tu as déjà, plus toutes les compétences qu'on a déjà, qu'on développe en tant qu'enseignant, surtout toi pendant 20 ans. Donc forcément, tu es peut-être plus apte que certaines personnes qui découvrent vraiment le métier et qui ont vraiment besoin d'apprendre, mais au-delà des compétences de ce métier-là, d'apprendre des savoir-être, des savoir-faire, des savoir-vivre en entreprise. Toi, c'est des choses où, voilà, même si tu étais dans une école, bah, tu as déjà travaillé en équipe, tu as déjà pris des décisions, tu as déjà écrit, tu as plein de capacités communicationnelles qu'on met du temps à développer quand on est plus jeune, et c'est normal, parce que tout prend du temps pour apprendre. Mais oui, donc forcément, bah, tu es un peu plus apte à ça, et c'est chouette que l'entreprise l'ait reconnu et te soutienne et que tu y sois toujours, parce que ça veut dire que tu t'y sens toujours bien. Ah oui, 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 il y a pas de souci, ouais. Ouais, ouais. Et puis il y a une petite note positive pour, celles et ceux qui se demandent, ce qu'ils valent en fait en dehors de l'éducation nationale. Enfin, avant de trouver cette entreprise, j'avais fait un salon, un job dating quoi et plusieurs recruteurs m'avaient dit: «Mais en fait, on cherche des profils comme vous en fait, parce qu'on sait que les professeurs, vous avez une forte adaptabilité, vous êtes autonome». Enfin voilà, on a plein de qualités qui sont recherchées et effectivement, après plusieurs années de carrière, bah, voilà, on sait ce que c'est de se lever tous les matins, on rechigne pas à aller au travail, on sait travailler en équipe, enfin voilà. Donc ça m'avait vachement reboosté parce qu'on se dit: «Ah oui, bah, quand même on cherche, des profils comme ça», donc ça motive. Ouais, et t'es pas la première à me le dire. Et c'est vrai qu'on a toujours cette image de oui, on a été que prof, les recruteurs ils voudront jamais d'un prof parce que l'image des profs elle est mauvaise à la télé, dans les médias, blablabla. Et toute l'image que potentiellement on s'en fait de toujours en vacances, fini à 16h30. Et en fait, dans les faits, moi, il y a plein de gens comme toi qui, par le biais du podcast, sont venus me dire, tiens, j'ai passé des entretiens, j'ai été à des ateliers, des conférences, des salons, des trucs, et on m'a dit qu'on cherchait des profils comme ça. Et en fait, je pense que c'est plus qu'on ne le pense, et que nous, on a l'impression que tout le monde a nos compétences parce qu'on est entouré de profs. Mais en fait, quand tu sors un petit peu de ça, moi, quand j'étais allée à mon tout premier rendez-vous Pôle emploi et que j'ai vu les autres personnes qui étaient avec moi dans la salle, en face de toi, il y a des gens qui ne savent pas allumer un ordinateur pour imprimer leurs documents. Et c'est vraiment un monde. Donc, alors, c'est pas la majorité. Il y a aussi des gens qui ont plein de capacités, mais pas toujours autant et aussi polyvalentes et transférables que nous. C'est juste que c'est difficile de le savoir et de le comprendre tant qu'on n'a pas essayé, en fait. Et c'est là qu'il faut réussir à sauter le pas, mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je l'accorde. Et du coup, là, sur ton nouveau poste, quelles sont tes missions? À quoi ça ressemble une journée? Est-ce que déjà, tu as tout le temps les mêmes horaires? Quel est ton rythme de travail? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Est-ce que tu as toujours des collègues? Est-ce que peut-être il y a des choses par rapport à l'enseignement qui te manquent ou au contraire que tu apprécies? Comment tu le vis là?
Alors déjà, l'environnement de travail, bah, c'est pas une classe, forcément, c'est un entrepôt. Est-ce que c'est plus calme? Rien n'est moins sûr. C'est pas la même chose. Ce qui me fatiguait aussi en classe, c'était la sursollicitation permanente, surtout en maternelle forcément. Mais là, non, tu travailles avec des adultes, donc qui ont quand même voilà, s'ils voient que tu es occupée, bah, ils attendent, tu vois? Il te tire pas sur la manche Oui, en oh répétant non, ton prénom plusieurs fois pour te demander s'ils peuvent faire pipi. c'est ça, exactement et ça, waouh, c'est tellement appréciable. Bon, en termes de bruit, il y a du bruit parce que moi, je suis dans le domaine de la métallurgie, donc il y a du bruit parfois. Donc on a des bouchons d'oreilles, quand on a besoin, mais c'est pas, déjà, c'est pas tout le temps et puis, c'est pas ça passe, quoi, enfin. Oui, c'est pas un brouhaha permanent avec l'attention qui va avec, parce que les enfants, faut quand même avoir un œil dessus, tu vois. Là, tu peux avoir un environnement bruyant sans avoir à y fixer ton attention aussi. C'est peut-être Exactement, différent. donc tu coupes, en fait, automatiquement. Enfin, voilà, c'est, non, non. Donc ça, après moi, je suis dans un entrepôt qui est, assez récent, qui date de 2019, donc c'est vrai que c'est lumineux. Enfin, j'apprécie parce que sur notre autre site, ça date des années 60 et vraiment c'est sombre et cetera et pour y avoir été, plusieurs mois, j'apprécie pas spécialement. Là, c'est voilà, vraiment, ça reste un entrepôt, mais non, non, c'est sympa. J'ai un bureau, ça c'était un rêve aussi. J'ai un Il y a bureau pas de à petits rêves. moi et j'ai des collègues, donc on est trois dans le bureau, donc je suis avec la technicienne qualité, donc c'est elle qui vérifie si, les pièces, sont correctes et puis avec, un autre collègue qui est sur la partie réception, donc lui, il reçoit les pièces et puis bon, bah, là, comme mon collègue, qui est parti en décembre 2023 n'a pas été remplacé, il me seconde aussi sur la partie, expédition et puis, bah, il y a tous les collègues après de la chaîne de production, donc que je côtoie, tout le temps, en fait, aussi, donc donc voilà, il y a toujours des collègues. Ok. C'est pas quelque chose que t'appréhendais, toi, d'avoir des collègues d'entreprise, parce que c'est pas les mêmes relations, je pense, qu'à l'école. Non, c'est pas les mêmes relations, mais je sais que ça peut enfin, il y a certaines écoles où ça se passe pas bien non plus, enfin, tu vois? Des fois, elles sont 3, elles s'entendent pas, ouais, faut composer avec les caractères et les humeurs des uns et de l'humain, voilà, de manière générale. Après moi, mon chef n'est pas sur le site, il est sur l'autre site, donc on le voit une fois par semaine à peu près. Sinon je peux l'avoir au téléphone ou je l'ai sur Teams ou par mail, enfin, voilà, donc je retrouve cette autonomie qu'on avait dans l'éducation nationale et c'est très bien. Moi, ça me va bien. J'aimerais pas, je pense, avoir quelqu'un sur le dos tout le temps, non. Ça faisait partie des choses que j'allais te demander, parce que souvent les gens choisissent soit la sécurité en prenant une autre branche du fonctionnariat, soit la liberté 100%, avec les contraintes qui viennent avec, de l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que la reconversion dans le salariat, c'est quelque chose que je vois moins souvent, parce que souvent ça veut dire reprise d'études, entretien d'embauche, et donc manque de confiance en ses compétences, et ainsi de suite. Sauf qu'il y a aussi cette fameuse question et des collègues, puisque c'est pas la même chose, et du supérieur hiérarchique. Parce que autant dans le secondaire, on a un supérieur hiérarchique sur site, autant nous, dans le primaire, si on voit l'inspecteur 3 fois dans la carrière, c'est déjà pas mal. Donc c'est vrai que c'est pas du tout le même fonctionnement, peut-être le même stress, les mêmes attentes. C'est très bien comme ça. Moi, ça me va bien. Ouais. Et c'est des relations qui, pour autant, enfin voilà, ça se passe bien, quoi. Ah oui, oui, ça se passe très bien. Oui, oui, il y a pas de souci, ouais. Oui, oui, oui. Oui, oui. On se voit une fois dans l'année pour l'entretien individuel. Alors voilà, du coup, au début, je me dis: «Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc?» parce que nous, on voit l'inspecteur, c'est ça, une fois tous les 3, 4 ans, donc Puis il nous augmente pas, lui. oui, oui, oui et non, c'est cordial, enfin, non, non, ça se passe bien. On peut dire ce qu'on a à dire, voilà, non, non, ça se passe très bien. Après, concernant mes horaires de travail, donc en grosso modo, c'est 8h-17h. Je commence à 8h30 le lundi et je finis à 16h le vendredi. Ah oui, alors je dis 17h, mais en fait non, c'est 16h30. En fait, on on est en test depuis le 1er mars, pendant 6 mois. On teste de nouveaux horaires. Parce que jusqu'à présent, on avait 1 heure et demie de pause méridienne, ce qui était beaucoup quand tu restes sur place et du coup, on a eu une enquête, il y a 1 an et demi et du coup, ils proposent ça en test là jusqu'à fin août. Donc du coup, tu vois, j'ai pas encore intégré tout à fait mes nouveaux horaires. Donc c'est, donc c'est plutôt 8h, 16h30, 8h30 le lundi et 16h quand même le vendredi. 1 heure de pause le midi, ce qui est bien. Faut pas moins parce qu'après, enfin, ça permet quand même de couper, on a le temps de manger. Et puis alors mes missions, donc le matin quand j'arrive, alors souvent la chaîne de fabrication a commencé, avant nous.
Là, en ce moment, ils sont en 1,8,5, donc c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui fait 5h, 13h et une autre équipe qui fait 9h, 17h30. Nous, quand on arrive, il y a déjà eu 3 heures de production. Donc, notre zone là où ils déposent les pièces terminées, elle est déjà un petit peu remplie. Donc, on a déjà des choses à traiter quand on arrive le matin. On fabrique des pièces métalliques et là, sur le site où je suis, on les peint. Et donc, on envoie les produits peints chez les clients. Et c'est des pièces de toutes les tailles. Tu as des pièces qui font 2 centimètres de large et qui pèsent 3 grammes. Et on a des pièces qui... Alors, le plus grand que j'ai dû faire, 4 mètres de long, des grands tubes de 4 mètres de long. Donc voilà, faut les conditionner, etc. Donc c'est ça mes missions, en fait, c'est prendre connaissance des pièces qui sont dans ma zone, avec le portefeuille qu'on édite tous les matins. Donc c'est la liste des commandes des clients, voir quand est-ce que ça doit partir, etc. Si les quantités sont bonnes, s'il y a des choses qui manquent, moi, il faut que je me renseigne de savoir où est-ce que c'est. Est-ce que c'est un défaut de qualité? Est-ce que c'est un retard sur une pièce? Est-ce qu'il y a eu une panne quelque part? Enfin, voilà. Et puis, quand la commande est complète, je la prépare et puis je l'envoie au client. Quand c'est des petites pièces, tu mets dans un carton, tu prépares une messagerie, comme tu fais sur Vinted, enfin voilà, des trucs comme ça. Si c'est des grandes pièces, eh bien, il faut commander des camions. Donc ça aussi, j'ai appris à faire. J'ai appris à évaluer le métrage que tu dois demander dans un camion. Non, mais c'est un truc que je connaissais pas du tout avant. Et comme nous, on travaille en flux tendu, souvent, les pièces sortent et on me demande de prévoir le camion pour le jour où les pièces sortent. Et c'est pas facile puisque il faut que les camions soient commandés à J-2 généralement. Et donc, il faut que tu aies une connaissance des pièces, ou alors tu cherches sur l'ordinateur le plan de la pièce, voir à peu près la taille qu'elle va faire, etc. Que tu réfléchisses à comment est-ce qu'elle va être conditionnée, etc. pour évaluer le métrage que tu demandes à l'affréteur en fonction de ce que tu dois envoyer. Ah ouais, c'est un peu le niveau plus de commander un car pour 3 classes en sortie scolaire. T'évalues le nombre d'élèves grosso modo, mais là, c'est un peu plus compliqué. C'est ça. Puis les élèves, ils bougent tout seuls. Nous, il faut pas que les il faut pas que les pièces bougent, il faut que ça soit bien emballé. Enfin voilà, il y a aussi ces précautions-là à prendre, quoi. Que le service soit bien effectué, en fait. Eh oui, c'est ça. Même si une fois que ça rentre dans le camion, c'est plus trop de notre responsabilité, c'est de la responsabilité de l'affréteur. Mais c'est comme les élèves, il faut que ça aille d'un point A à un point B en bon état. Qu'on les De ramène le préférence. soir à leurs parents, quoi. Donc ça fait partie de mes tâches. Ouais, grosso modo, c'est ça mes missions. Si tu veux prendre des vacances, tu en as combien? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as le droit ou pas le droit de poser comme jour, par exemple? Alors, j'ai 5 semaines de congé, comme beaucoup dans le privé. On nous impose de prendre 3 semaines entre juin et octobre. Donc ça, c'est propre à l'entreprise, avec un minimum de 10 jours consécutifs sur cette période. Alors, par exemple, moi, pour mes congés cet été, il faut que je m'entende avec mon collègue puisque, comme on est un peu en binôme maintenant, cette année, lui, il prend en août parce que sa femme aussi prend en août. Donc moi, je prends juillet. Donc j'ai posé du 7 au 21, je crois que ça doit tomber comme ça. Et j'ai dû compter parce que comme j'ai le 14 juillet dans mes congés, ça faisait pas 10 jours consécutifs si je prenais que 2 semaines. Donc j'ai rajouté le lundi de la 3e semaine. Ah, obligé de prendre plus de vacances. Et je veux pas prendre 3 semaines parce que moi, 3 semaines, c'est trop. Et j'aime bien reprendre, par contre, je vais reposer une semaine en septembre ou en octobre. Là, j'ai demandé un petit délai parce que normalement, il fallait que les congés soient posés fin janvier. Or, j'ai 2 enfants en terminale, dont ma fille qui va dépendre de Parcoursup, qui peut partir à l'autre bout de la France. Et donc, j'ai demandé cette soupape d'1 semaine pour la poser si jamais on a besoin de la déménager, enfin ceci, cela, quoi. Donc, ça a été accepté. Donc, pour l'instant, j'ai toujours pas posé ma 3e semaine. J'attends mi-juin. J'espère qu'on sera fixé sur sa destination. Tu vois, il y a quand même cette souplesse. Et les 2 autres semaines, alors l'année dernière, on n'a pas eu de chance, tous les employés parce que, on a fermé 2 semaines au mois de décembre. D'habitude, on ferme 1 semaine et là, en raison d'un manque d'activité, c'est la conjoncture là, en ce moment, c'est un peu plus calme sur certaines entreprises, ils ont fermé 2 semaines. Donc, moi j'avais posé, l'été dernier, j'avais posé 2 semaines et puis 1 semaine à la Toussaint. Du coup, quand tu arrives fin décembre avec tes 2 autres semaines, tu as plus de congés. Donc là, moi, j'ai plus de congés depuis, je suis revenue, début janvier et il faut que j'attende le mois de juillet pour avoir des congés. Mais je ne ressens pas
Ça, je le dis même encore maintenant, au bout de 2 ans et demi dans cette entreprise, je ne ressens pas ce besoin de vacances comme je le ressentais dans l'éducation nationale. Je l'ai déduit quand tu m'as dit oh, pas 3 semaines, 3 semaines de vacances, je trouve ça trop long. Je me suis dit, Oui, ah bah c'est dingue comme ça change quand même. Mais c'est pas la même fatigue en fait. pas du tout, pas du tout. Avant, j'avais vraiment besoin, enfin, au bout de 7 semaines, c'est vrai on était éreintés, quoi. On avait vraiment besoin de se poser, de changer de rythme, et là, non, les week-ends sont des vrais week-ends, Et c'est ce qui aide, je pense, à tenir plus longtemps sans avoir besoin de vacances. Parce qu'en fait, t'as toujours des moments off. Même tes soirées, c'est des vraies soirées. mes soirées sont des vraies soirées. Et puis, tu vois, je finis à 16h30 là maintenant depuis 1 mois et demi. J'ai le temps de faire des choses le soir, à partir de 16h30, quoi, Et puis, t'arrives pas à saturation aussi vite. Donc, forcément, tu peux laisser plus de temps aller entre tes dernières et tes prochaines vacances. Bah, oui, oui, c'est ça, c'est ça. Après bon, je reste, la personne que je suis avec ma conscience professionnelle, donc ça veut pas dire que je ne ramène rien à la maison dans ma tête le soir, enfin, mais c'est pas tous les jours, enfin et puis ça passe et puis, chaque jour est différent et non, c'est pas autant, c'est pas autant. C'est pas sur la durée, c'est pas pareil. En termes de salaire, là, maintenant, au poste où tu es, donc en CDI, tu gagnes à peu près combien si c'est fixe? Oui, c'est fixe, je suis à 1 700 € par mois. Donc en fait, j'ai commencé à quand j'ai fait mon CDD, alors nous, on parle en taux horaire, j'ai dû commencer à 11,50 € de l'heure. Après, quand je suis passée en CDI, j'étais à 12 €. Après, j'ai eu une augmentation au bout d'1 an, j'étais à 13 et puis là, je suis à 14. Et donc, tu as des perspectives d'évolution salariale Bah oui, en plus, j'ai rien eu à demander, mon mari m'avait dit: «Il va falloir que tu négocies ton salaire et tout». Oh là là, ça me faisait peur et tout ça. Puis en fait, non, ils ont reconnu mon boulot sans que j'ai besoin de demander quoi que ce soit. Donc, j'ai trouvé ça appréciable et gratifiant. Voilà, tu es dans un environnement sain et bienveillant et honnête. Ça aide Bah oui, aussi. oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Bon après voilà, je sais pas si je pourrais encore grimper ou alors il faudrait que je prenne des responsabilités. Puis ça, comme je l'ai dit, enfin, j'en ai déjà là du coup, malgré moi, puisque mon collègue est parti et que du coup j'ai endossé les 2 rôles, malgré moi, mais ça me plaît. Mais bon, ça va. Bon, hein, j'en veux pas plus non plus, ça me va bien comme ça, quoi. Donc, t'as pas de regrets globalement sur ta reconversion? Aucun. Non, vraiment. Même quand je mange avec mes anciennes collègues, enfin voilà, c'est, souvent les mêmes sujets que quand j'y étais et non, ça me manque pas du tout, vraiment. Après voilà, en termes de niveau de vie, je comprends que pour certains, ça soit un vrai questionnement. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui s'est travaillé pendant le bilan de compétences. Enfin et puis en échangeant avec mon mari, on a aussi baissé notre niveau de vie. Évidemment, on fait pas la même chose qu'avant, mais bon, enfin si c'est pour du mieux après, enfin moi j'ai tellement gagné en charge mentale en moins, je suis apaisée, donc je trouve que ça les vaut largement, quoi. Et je pense, bah, donc déjà, il y a ça, évidemment, qui est relatif. C'est pas juste une histoire d'argent. Je pense que le bien-être au quotidien, en fait, n'a pas de prix. Même si, voilà, c'est un peu facile à dire peut-être parfois, mais n'empêche que quand on le découvre, on se dit que ça valait bien quelques centaines d'euros de juste bien dormir, pouvoir manger, ne pas être malade, être en forme, profiter de la vie, quoi. Je vais pouvoir te poser la dernière question. Saurais-tu compléter la phrase «Avant j'étais prof, aujourd'hui je suis»? Quelqu'un l'a déjà dit, mais en fait, quand, j'ai commencé mon bilan de compétences, sur un petit papier, j'avais écrit que, je visais l'épanouissement parce que du coup, je n'étais plus épanouie et donc c'est ça. Avant, j'étais prof, maintenant je suis épanouie. Eh ben, ça me fait franchement plaisir, d'autant que j'ai pris des petites notes de nos conversations de 2021. Tu m'avais notamment dit, donc dans la période d'octobre 2021, les dernières semaines ont été difficiles, j'étais perdue, j'ai beaucoup pleuré, beaucoup douté, mais là je sens que je tiens un truc et je serai honorée de témoigner quand j'y serai arrivée. Ah, Ça me met presque une larme à l'œil, c'est trop mignon. comme Parce on disait, c'est la boucle est bouclée, en fait. C'est exactement ça. Et je trouve ça beau parce qu'en fait, je trouve ça chouette pour toi. Parce que moi, je me souviens d'être en direct de ce moment où on avait ces échanges et où on n'avait pas d'idée de ce que le futur allait donner. Donc, voilà, on savait pas que ça allait être aujourd'hui une telle réussite. Et donc, de le voir comme ça avec du recul, ben, je trouve ça beau en fait. Et de me dire que ben, ça, à la fois, ça paraît long quand on est sur le moment et quand on attend ces démarches. Et puis d'un autre côté, bah, de se dire que voilà, en fait, aujourd'hui, t'es épanoui,
t'as fait des choix qui te conviennent et qui sont pas forcément tous faciles parce que les choix, c'est aussi parfois des concessions, des sacrifices, beaucoup de temps de réflexion, mais que les gens qui écoutent là puissent se dire « Ah, elle a ressenti ce mal-être », comme peut-être là, les gens qui écoutent ressentent en ce moment, mais 3 ans, 4 ans plus tard, elle va aussi bien, je trouve que c'est un beau message à faire passer, en fait. Ça se fait pas en claquant des doigts, et c'est pas parce qu'on va pas bien et qu'on a l'impression que ça n'ira pas, que ça ne va pas. Il y a des solutions et pas toujours celles auxquelles on s'attend, et notamment la logistique. Non, et puis tous ces doutes et tout ça, ça fait partie du chemin aussi. Enfin, pour arriver là où j'en suis maintenant, il a fallu que je passe par toutes ces étapes. Et en fait, voilà, c'était dur sur le moment, mais en fait, je suis très reconnaissante de tout ce chemin parcouru, quoi. Ton podcast est arrivé au bon moment parce que du coup, ça m'a permis de me rendre compte que c'était possible. Avec le témoignage d'Émilie, là, dans les premiers, enfin, je me suis dit, ouais, donc c'est possible. Et puis même si je démissionne, enfin, parce qu'elle a démissionné, c'est pas grave, en fait. Enfin, on s'en sort, il y a toujours des solutions, voilà. Donc ça m'a donné vachement d'espoir. Je me revois encore jardiner avec ton podcast sur les oreilles, mais enfin voilà, ça a vraiment été une bouffée d'oxygène, et c'est pour ça, voilà, que je dis la boucle est bouclée, parce que du coup, c'est génial d'avoir commencé mes espoirs avec toi, et puis du coup, voilà, de terminer en témoignant. Donc je suis super contente. C'est trop mignon. La boucle se boucle pour moi aussi, parce que me dire qu'au départ, j'ai créé le podcast pour moi me reconvertir et qu'à la 2e année, je me suis dit, allez, je vais continuer, ça va peut-être aider des gens. Bon, au final, le temps s'étire et je suis toujours là 5 ans plus tard à le faire, mais c'est touchant pour moi aussi de me dire que toutes ces heures bénévoles passées à interviewer, monter, mixer, poster, partager, blablabli, blablabla, c'est beaucoup de travail, d'investissement, et même émotionnellement, mine de rien, c'est beaucoup d'émotions, quoi, c'est prenant. Mais de me dire que ça sert vraiment, c'est touchant, c'est gratifiant, et c'est surtout que là, j'arrive à un stade où ça sert de plus en plus. Forcément, comme le temps passe, les gens qui écoutaient le podcast en 2020, 2021, 2022, arrivés en 2025, en fait, souvent, soit ils ont eu le déclic, soit ils ont commencé les démarches, soit ils sont reconvertis comme toi. Et du coup, moi, je suis contente de me dire, je fais pas tout ça pour rien. Ouais, non, mais c'est clair. Tu devrais être remboursé par la sécurité sociale. Ça, on me l'a dit souvent, mais j'attends toujours. Hein. T'as fait un dossier? Moi qui cherchais des sponsors là pour la fin de l'année parce que j'en ai pas, je fais un appel. Si quelqu'un de la Sécu nous écoute, il y a de la place pour un petit spot promotionnel. Hein. Ah, c'est clair. Ah non, mais c'est sûr. Ça a été une vraie bouffée d'oxygène, donc encore merci. Écoute, merci à toi du coup de boucler cette boucle et de prendre le temps de partager ton expérience sans filtre, sans tabou, sans langue de bois, parce que c'est ça que j'aime aussi avec ce podcast. Et c'est important, je pense, pour les gens d'avoir des vraies réponses et pas des on-dit. Donc c'est l'idéal avec des gens comme toi qui ont fait tout ce processus. Donc merci, et puis je te souhaite le meilleur pour la suite, dans la logistique ou ailleurs, qui sait. Ah oui, pourquoi pas. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains. Pour m'aider à faire connaître l'émission, vous pouvez la noter et la commenter sur votre application d'écoute. Je vous invite également à la partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook, @avantj'étaisprof. Et si vous avez besoin d'aide dans votre propre reconversion, jetez un œil à mon site internet, avantj'étaisprof.com. Vous y trouverez la liste de tous les épisodes du podcast, des articles de blog, des idées de formation et mes propositions d'accompagnement. À bientôt!